Il est 8h10, merci d'avoir choisi RCF. Le 28 janvier dernier, Donald Trump a dévoilé son plan de paix pour le Proche-Orient, n'hésitant pas, en présence du seul Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, de parler de plan du siècle. En réalité, tous les observateurs et les fins connaisseurs du conflit israélo-palestinien dénoncent une stratégie qui bafoue le droit international. À une solution d'équilibre qui pourrait créer les conditions d'une paix durable, c'est en réalité la politique du Premier ministre israélien en campagne pour sa réélection qui se trouve renforcée. Bonjour Sylvain Sipel. Bonjour. Vous êtes journaliste, vous avez été directeur de la rédaction de Courrier International et rédacteur en chef au Monde. Vous écrivez actuellement notamment sur le site d'information Orient 21 et dans le magazine Le 1. Vous êtes également essayiste. Votre dernier livre vient de paraître aux éditions La Découverte, l'État d'Israël contre les Juifs. Alors avant d'évoquer l'actualité dont je parlais en introduction, Sylvain Sipel, j'aimerais revenir, et vous en parlez dans votre livre, au début de votre livre, à votre histoire personnelle, à travers la figure de votre père Jacques Sipel. Et je vous cite, « Il y avait entre nous un hiatus infranchissable qui se nommait sionisme ». Dites-nous-en un peu plus. Si vous voulez, moi, mon père a dirigé pendant 3 décennies, des années 50 aux années 70, le sionisme travailliste, qui à l'époque était majoritaire dans le mouvement sioniste. Donc il était la principale figure du sionisme travailliste en France. Et donc moi j'ai été éduqué dans une atmosphère totalement sioniste, et j'en ai tiré les conclusions personnellement, c'est-à-dire que quand j'ai eu 17 ans, je suis parti vivre en Israël, et donc assez rapidement, pas tout de suite, mais assez rapidement, j'ai été confronté à la question palestinienne. Et j'ai vu qu'il y avait, c'est un peu comme dans le communisme, vous savez, il y avait le communisme idéal et puis il y avait ce qu'on appelait le socialisme réel, c'est-à-dire la réalité de l'Union soviétique. Et donc, j'ai été confronté à ça. Il y avait l'idée qui m'avait amené à vivre en Israël, qui était la création d'un État juif, et puis les conséquences pratiques, c'est-à-dire la question palestinienne. Et surtout, j'ai vu Alors, en plus, c'était après la guerre de 67, donc il y avait une forme d'euphorie générale en Israël, et la manière dont on parlait des Arabes, vous savez, il faut quand même se souvenir que 67, c'est juste après 1962, c'est-à-dire c'est à peine 5 ans après la fin de la guerre d'Algérie. Et ce que j'entendais les gens parler, et je croyais entendre les Français d'Algérie quand ils parlaient des Arabes, quoi. C'était donc j'ai commencé à me dire il y a un truc qui va pas, et assez progressif. Pour répondre à votre question, progressivement, je me suis détaché du sionisme et je me suis dit que il y avait si vous voulez, un défaut fondamental dans le sionisme. Et est-ce que c'était lié déjà, dès cette époque-là, une certaine vision ethniciste du judaïsme? Vous en parlez dans votre livre. Oui. Et c'est une vision, on peut en parler, qui, on a l'impression, s'impose de plus en plus. Absolument. C'était beaucoup moins prégnant. C'était déjà préexistant. C'est-à-dire qu'il y avait un rapport à la population autochtone, arabe. Il y avait un rapport à caractère colonial, mais la théorisation ethniciste n'existait pas comme elle existe aujourd'hui. Je vais prendre un exemple, si vous voulez. Quand vous comparez la charte de création de l'État d'Israël à l'époque de Ben Gurion, le fondateur, qui était lui-même travailliste, et la loi qui vient d'être adoptée il y a 2 ans en Israël, qui s'appelle la loi sur l'État-nation du peuple juif, il y a une différence absolument fondamentale. Mais comment s'est opéré ce basculement? Quels ont été les ressorts fondamentaux? Ma conviction, c'est que le drame fondamental, c'est la guerre de 67, si vous voulez. Après la guerre de 67, on peut débattre sur pourquoi il y a eu cette guerre, etc., qui a commencé, mais surtout, après cette guerre, Israël a été confronté immédiatement à une décision importante, c'est-à-dire, est-ce qu'on occupe de manière pérenne ces territoires, ou est-ce qu'on les restitue? Et moi, je me souviens d'ailleurs, avec mon père, on a eu énormément de discussions. Mais lui, il m'avait dit à un moment, il est resté très, très, très sioniste jusqu'à son dernier jour, lui. Mais il m'avait dit, dès les lendemains de 67, si on ne rend pas les territoires, on deviendra un colonialisme, un État colonial comme les autres. Et c'est ça qui est advenu en 50 ans. On oublie, mais ça fait maintenant 50 ans qu'Israël occupe les territoires palestiniens. C'est-à-dire qu'il y a une population entière qui aujourd'hui est quasiment équivalente numériquement à la population juive israélienne, qui est dénuée de tout droit. On s'habitue à cette situation. C'est-à-dire on vit avec le fait que
en son sein, il y a d'autres gens qui habitent juste à côté et qui ne disposent pas des mêmes droits. Et on s'habitue au fait que ce soit légitime. Le problème, c'est que le régime israélien légitime cette situation en arguant le fait qu'il faut lutter contre le terrorisme. En quoi cette lutte contre le terrorisme, Sylvain Sipel, et les technologies qui sont mises au service de cette lutte, c'est finalement une idéologie, fondamentalement? Oui, bien sûr. Vous savez, c'est De Gaulle qui avait, dans un fameux discours, un discours qui lui avait eu beaucoup de déboires, où il dénonçait les Juifs. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il avait une phrase qui lui venait de son éducation, d'ailleurs, sur le peuple, les Juifs, un peuple dominateur, etc. Mais on oublie qu'il avait dit un certain nombre d'autres choses dans ce discours. Et en particulier, il avait dit il ne faut pas qu'Israël s'installe dans l'occupation, parce que si Israël s'installe dans l'occupation, il va se passer un processus qu'on connaît très bien. Il y aura un mouvement de libération nationale, il y aura du terrorisme. Non, il avait dit il y aura un mouvement de libération nationale, Israël l'appellera du terrorisme et on rentrera dans le processus connu. Alors, il faut toujours se souvenir que on est en 67, 68, 69, c'est-à-dire quelques années après la fin de la guerre d'Algérie. Et donc tout ça paraît... Et moi, quand je disais ça aux Israéliens, quand je suis arrivé en Israël en 67, je leur disais, mais vous vous rendez pas compte, ils vont pas se laisser faire. Ils me répondaient, mais enfin, de quoi vous parlez? Ils savent même pas ce que c'est qu'une nation. Il n'y a aucun risque. Vous savez, aux Arabes, vous leur donnez quelques olives et puis un bout de pain et tout ira bien. Et puis nous, on les traitera mieux que les Jordaniens. À l'époque, c'était les Jordaniens. Donc, c'était ahurissant. Et en partant de cette prémisse-là, il y a eu l'accoutumance à l'occupation. Et cette occupation a utilisé deux moyens de plus en plus drastiques, précisément pour empêcher l'émergence d'un mouvement national. Alors, j'aimerais quand même parler avec vous, je l'ai évoqué, mais ces moyens technologiques mis en place par Israël, quels sont-ils? De quelle manière Israël, et on le sait, est passé maître dans les technologies de cybersurveillance? Oui, Israël est très en pointe sur le high-tech. De manière générale, c'est pas seulement la cybersurveillance, c'est vrai aussi des technologies médicales. Enfin, c'est vrai, tout le high-tech, il y a vraiment une école et une formation remarquable qui se fait en Israël. Et il y a aussi la cybersurveillance. Et la cybersurveillance est devenue... il y a un très grand nombre de sociétés israéliennes qui se sont spécialisées dans la cybersurveillance. Il y a toute une unité qu'on appelle la 8200 et qui s'est spécialisée dans la question de la cybersurveillance. Il faut comprendre que les Israéliens, ils avaient une population à disposition, si vous voulez. Ils ont les Palestiniens, et c'est vrai que cette population a servi à améliorer sans arrêt les moyens de cybersurveillance à disposition. Et alors, ce qu'ils font, c'est que je le raconte dans un chapitre dans mon livre, ils font ce que les autres n'osent pas faire. Quand les Américains, les Suédois, les Français, qui sont aussi très bons dans ces domaines-là, quand ils veulent vendre du matériel, ils ont plus de contraintes à vendre à certains régimes, par exemple. Les Israéliens sont dénués de toute contrainte. Et le ministère de la Défense israélien autorise à peu près tout. Pas à peu près. Et est-ce que ces technologies... Je vous donne juste un exemple. Oui, quand une semaine avant d'être mis en accusation à l'ONU pour crimes contre l'humanité, le chef d'état-major de l'armée birmane était en visite en Israël pour signer un accord d'acquisition d'armes et de cybersurveillance. Donc ça veut dire que finalement, ces technologies font des petits, j'allais dire, excusez-moi... C'est une arme démocratique, c'est une arme diplomatique. On acquiert, si vous voulez, lorsque Netanyahou va à la cérémonie d'intronisation de Bolsonaro au Brésil après sa victoire électorale, il vient avec une proposition. On va vous aider dans la cybersurveillance à contrôler vos opposants et vous allez voter le passage de votre ambassade à Jérusalem. Voilà, c'est une arme très puissante et, entre autres, c'est du matériel technologique israélien qui a servi à MBS, Mohammed Ben Salman, le prince héritier saoudien, de faire les écoutes et le pistage de Khashoggi jusqu'à son assassinat
au consulat saoudien à Istanbul. Alors il y a une réflexion, dans le sillage de ce que vous dites, il y a une réflexion intéressante de l'anthropologue israélo-américain Jeff Halper que vous citez dans votre livre. L'israélisation des États et de leurs forces militaires et policières, c'est notre propre palestinisation à tous. Oui. C'est-à-dire finalement, au début, les Israéliens ont utilisé la cybersurveillance pour surveiller les Palestiniens. Mais aujourd'hui, ils utilisent la cybersurveillance pour... les pouvoirs publics israéliens utilisent la cybersurveillance aussi pour surveiller leurs propres citoyens, juifs israéliens. Mais sans parler des Israéliens et des services secrets israéliens, est-ce que les États intériorisent ce genre de pratiques pour eux-mêmes ? Mais bien entendu. Et plus les États sont identitaires ou bien sont des États sécuritaires, et plus ils sont portés à utiliser ces instruments. Alors pour revenir à la situation politique actuelle en Israël, au sujet du plan de Trump que j'évoquais en introduction, le Premier ministre israélien, tout comme d'ailleurs son adversaire centriste Benny Gantz, ont annoncé qu'il l'appliquerait en cas de victoire au scrutin du 2 mars. Vous y croyez ? Ça aura quoi comme conséquence ? Alors ça peut avoir des conséquences pratiques, c'est-à-dire qu'ils annonceront des annexions de territoire, ils annonceront que la vallée du Jourdain est désormais définitivement annexée au territoire israélien. Vous savez, Trump a déjà accepté l'annexion de Jérusalem, il a accepté l'annexion du plateau du Golan, qui a été pris en 1967 à la Syrie. C'est-à-dire, Trump, il a une politique, comme disent les Américains, disruptive, c'est-à-dire il est en rupture avec toutes les normes, et donc il est en rupture avec le droit international. Donc il adopte ce qu'il a fait vis-à-vis de l'Iran en se retirant d'un accord qui avait été validé par l'ONU, si vous voulez. Il le fait dans 1000 occasions. C'est formidable pour Israël, parce qu'Israël, depuis vraiment des dizaines d'années, vit en rupture avec les décisions de l'ONU. Et là, ça ouvre une perspective qui permettrait, là encore, de procéder à des annexions. Mais je rappellerai que l'annexion du Golan ou de Jérusalem n'a été reconnue par personne d'autre au monde que Trump. Oui, mais alors justement, la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi cette réserve, voire ce silence, notamment de la France, mais aussi d'un certain nombre de pays de l'Union européenne, face à ce plan annoncé par Trump. Pourquoi cette discrétion ? Alors ça, c'est une des plus grandes énigmes. C'est-à-dire que je pense qu'Israël tient en grande partie sa force de son impunité. Et alors, évidemment, sous Trump, cette impunité est encore plus puissante. Ça nous emmènerait enfin, je ne vais pas faire une réponse sur 2 heures, mais effectivement, sur la question israélo-palestinienne, l'Europe, d'un côté, tous les pays du Moyen-Orient ont toujours considéré que la force dominante, c'était les États-Unis. C'est en train, en partie, de changer à cause de la guerre en Syrie et de ce qui s'est avéré, de la manière dont les Américains se sont comportés. Mais peu importe. Que vous demandez à des Israéliens, à des Saoudiens, à des Égyptiens, à des Palestiniens, peu importe. Il faut que les États-Unis sont la force qui domine. Ce qui fait que les Européens se retrouvent vraiment marginalisés dans ce conflit-là. Les choses peuvent changer. Mais il y a maintenant, depuis plusieurs décennies, une position européenne qui, à la fois, est de manière systématique un peu plus progressiste que ne l'est la position américaine, et en même temps, j'ai pas d'autre terme, une grande couardise, oui, mais qui est due à sa marginalisation. Alors, qui est due peut-être à sa marginalisation, mais est-ce que c'est dû aussi à des pouvoirs de certains lobbies israéliens proches du pouvoir qui sont présents en France ? Oui, vous voulez parler du CRIF, par exemple. Mais le CRIF, si vous voulez, il y a une grande différence entre le CRIF et ce qui se passe aux États-Unis. Ça, c'est intéressant. C'est-à-dire que ce que fait le CRIF réunit 2 fonctions. Il y a son nom, il représente les institutions juives de France, et en fait, il joue aussi le rôle d'un lobby pro-israélien. Aux États-Unis, par exemple, il y a 2 associations complètement différentes. Parce qu'on considère que c'est 2 choses différentes. C'est pas parce qu'on est juif qu'on va forcément soutenir Israël. Donc, le CRIF, lui, unifie ces deux fonctions. Ça, c'est problématique. C'est très problématique. Mais parce que ça place les Juifs dans une position très difficile. De ce point de vue-là, je pense effectivement que cette politique, c'est-à-dire aujourd'hui le CRIF calque totalement sa politique sur les décisions de l'ambassade israélienne à Paris. Enfin, c'est même tout ça se fait en osmose totale. C'est pas du tout comme ça que ça se passe aux États-Unis. C'est plus complexe.
C'est plus complexe. Il y a plus de pluralité. C'est séparé. C'est pas la même chose. J'aimerais vous poser une dernière question, puisqu'on arrive malheureusement déjà au terme de notre entretien. Sylvain Sipel, en quoi, pour conclure et tenter de mieux comprendre le titre de votre livre, Israël est devenu une menace pour l'ensemble des Juifs? Parce qu'on croit que de s'allier à des mouvements identitaires qui charrient du racisme et de la xénophobie, et essentiellement sur une base, ce qui unifie cette alliance d'Israël avec Bolsonaro, Modi et Orban, etc., au fond, c'est l'islamophobie. Au fond, c'est la question musulmane. Bon. Et donc, si on croit qu'on va alimenter l'islamophobie et qu'on va et pour se protéger soi-même, je pense que c'est une erreur absolument terrifiante. Et d'ailleurs, on en voit déjà les conséquences aux États-Unis. L'alliance avec Trump a généré une remontée, non pas une montée, mais une remontée d'un antisémitisme qui avait quasiment disparu aux États-Unis, de manière très puissante. Jamais on a eu des attentats à la bombe dans des synagogues comme il y a eu depuis 3 ans sous Trump. En tout cas, ça permet de comprendre en partie le titre de votre Absolument. livre, et j'invite nos auditeurs à le lire dans son intégralité. L'État d'Israël contre les Juifs est publié aux éditions La Découverte. Merci beaucoup, Sylvain Sipel. C'est moi qui vous remercie.